Bienvenue à Florinescence, un podcast qui explore l'enfantement libre au Québec. Les sagesses méconnues pourront émerger à travers les récits racontés par des femmes qui ont repris l'autorité et la pleine responsabilité de leur corps, de leur bébé et de leur naissance. Je suis votre hôte, Avital Greenfield. Bonne écoute! Aujourd'hui, je parle à Charlotte Fortier. Elle est une cofondatrice d'Enfanter l'évolution. Elle est aussi une birth keeper, une doula, une maman inspirante. Et cette année, elle et son équipe organisent une deuxième édition du grand rassemblement d'Enfanter l'évolution, où je serai présente pour la toute première fois avec mon amoureux et nos 4 enfants. Et j'invite toutes celles et ceux qui cherchent une belle communauté de femmes, hommes, familles alignées avec ce nouveau paradigme de périnatalité, ce qu'elle nomme un village ancré dans la nature pour la transmission moderne des savoirs anciens. Ça sera effectivement sur une terre, dans la nature, avec des conférences, des discussions, des rencontres avec des sages-femmes, des femmes sages d'expérience, et parmi lesquelles il y aura Karine Laceva de Quantic Mama, Michel Audin par visioconférence, Julie et Malika Bonapas, Jean Kirwin et plein d'autres. Il va y avoir aussi des ateliers pour les femmes enceintes, et le chant et la danse, des spectacles, des espaces et ateliers pour les petits, espaces et ateliers pour les papas. Il va y avoir des séances de mouvement, de yoga et de danse. Et je veux aussi également mentionner que je ne suis aucunement sponsorisée pour mentionner ce bel événement que je le fais de plein gré, bénévolement, par grand désir et plaisir que toutes les femmes puissent profiter de cet événement extraordinaire organisé par des femmes merveilleuses. Et puis, moi, mes billets sont déjà achetés et j'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes merveilleuses. Et j'espère bien que vous aussi, vous puissiez y être. Et donc, c'est pour ça que je partage cette information. Donc voilà, si vous voulez accéder à toutes ces informations-là, vous n'avez que visiter facebook.com/podcast Enfanter l'évolution ou sur Instagram /Enfanter l'évolution. Et vous pouvez aussi y trouver bien sûr le lien qui mène à la billetterie de l'Enfanter l'évolution pour la programmation en fait. Et puis bien sûr, si vous avez l'intention d'y être, n'hésitez surtout pas de me le dire et de me l'écrire pour qu'on puisse se rencontrer en vrai. Donc vous pouvez me contacter sur mon site web officiel. Yay! Tout grâce à mon frère. Merci Gabriel. Et ça va être sur florinescence.com. Donc c'est FLORINAISSANCE sans espace. Maintenant, passons au récit de Charlotte. Une petite mise en garde avant l'écoute de cet épisode. Il y a mention d'enfantement en maison de naissance, de transfert à l'hôpital suite à la naissance, et certaines complications telles que l'hémorragie et des procédures néonatales, ainsi que mention de trauma. Malgré quelques-uns de ces éléments, je vois le récit de Charlotte comme une histoire d'amour infini, une histoire de puissance, de transformation et puis de guérison. Bienvenue Charlotte, merci beaucoup d'être là et est-ce que tu veux t'introduire? Oui, certainement, merci de m'avoir invitée comme on se parlait quelques instants avant l'enregistrement. C'est la première fois que je suis de l'autre côté du micro, donc c'est tout nouveau pour moi. Mais à date, ça semble tout le temps naturel, donc ça devrait bien m'aller. Donc, Charlotte Fortier, je suis maman d'un petit garçon. Donc, ouais, je serais commencer avec ça. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans, bientôt. Donc, dans 1 mois, en même temps que le rassemblement cet été. Je suis aussi cofondatrice maintenant d'Enfanter l'évolution. Et je vais vous raconter un peu plus tard c'est quoi ce beau projet-là.
Non. Là, j'offre plusieurs soins. J'offre le soin Rebozo en collaboration avec Francine, une amie doula ici en Estrie. Je travaille sur plein d'initiatives en ce moment qui vont se dévoiler au cours de l'année. Donc, ma vie, je suis passionnée de la périnatalité, de tomber enceinte de mon garçon. Particulièrement en ce moment, ce qui me touche, ce qui me parle, ce qui m'allume, c'est la transmission des savoirs avec nos grands. C'est vraiment la lignée qui m'appelle le plus, c'est de remettre en lumière, de mettre en valeur ces transmissions-là par des femmes qui ont marché le chemin avant nous depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà où est-ce que j'en suis. Et tu voulais que je te raconte un peu mon parcours. Donc, la périnatalité, comment c'est arrivé dans ma vie. La périnatalité, je t'avoue que j'y connaissais absolument rien avant que je sois enceinte de mon garçon, qui était une grossesse planifiée, mais pas longtemps à l'avance, si je peux dire. Là, on s'est dit un mois, OK, on fait un enfant, le mois d'après, il est arrivé. Donc, voilà. J'étais là. Oui, je savais déjà que je voudrais... C'était déjà dans ma tête que j'allais pas à l'hôpital. Ça, c'était déjà clair en partant. Je savais que ça serait... J'avais souvent vu l'idée des sages-femmes. J'avais été un peu en contact à travers mes voyages. Donc, avant, une bonne partie de ma vingtaine, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai été 4 ans en Australie. Puis là-bas, j'ai eu le plaisir d'habiter avec des colocs que eux avaient donné naissance. Je me trompe pas, c'était dans une tente, là, il y avait un camp dans la forêt, puis elle a donné naissance là avec une amie qui avait des connaissances, mais c'était sauvage. C'était wild. Donc, j'avais eu ça, puis j'avais rencontré aussi un autre couple de voyageurs qui avait habité avec nous, qui avait un petit garçon, qu'elle avait donné naissance à la maison avec une sage-femme. Fait que c'était comme ça qui était resté dans ma tête sur comment qu'on donne naissance, mais j'avais pas de passion particulière. Il y avait aussi, je dirais, l'histoire de ma mère qui m'a marquée. Tu sais, ma mère est allée à l'hôpital, mais son récit à elle, c'était toujours positif. Elle a fait pas beaucoup de médicaments, mettons, c'est pas d'épidurale, puis l'allaitement aussi, elle me disait que c'était un blessing d'allaiter son bébé. Donc, j'avais quand même une vision assez positive de la naissance. Donc là, je suis tombée enceinte de mon garçon, puis vraiment, je suis devenue obsédée avec Freebird Society. Je sais pas si je l'avais découvert avant ou pas, mais je me suis mis à écouter, je dévorais les épisodes de Freebird Society. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise qui a commencé avec des podcasts. Aux États-Unis, dans le fond, elle enregistre des podcasts d'enfantement libre et autonome. Donc, des femmes, des familles qui ont vécu ce parcours-là. Ouais, oui. C'est là, voilà, je suis devenue obsédée, j'en ai écouté, je pense, j'ai dû toutes les écouter. Puis déjà, l'idée, elle avait germé, je me disais, mon Dieu, j'aimerais tellement ça, moi, faire un podcast, j'aimerais ça qu'il y ait un podcast au Québec qui parle d'enfantement libre et autonome, mais juste d'enfantement en général avec une optique naturelle, quand même. Et je voulais, en fait, que les femmes puissent libérer leur voix, leur histoire, avec quand même une lignée vers le naturel. C'est ça mon idée pour pouvoir se préparer, parce que il nous en manque vraiment. C'était ça en dedans de moi, c'est que il me manquait de la transmission traditionnelle. J'avais pas de sœur, j'avais pas de cousine, je suis enfant unique en plus, fait que j'avais pas de gens dans mon entourage. J'ai pas vu de bébé naître avant, donc je me sentais pas outillée pour le grand rite de passage que j'allais vivre. Donc, le podcast, c'est venu combler ce besoin-là de transmission que j'avais. Donc là, je continue avec ça. Freebird Society, j'écoute j'en mange. Et naturellement, à ce moment-là, je t'avoue, au début, j'y ai pensé, je me suis dit, j'aimerais ça donner naissance juste à la maison comme ça. C'était mon premier feeling. Puis encore maintenant, je me demande pourquoi. Moi, j'étais encore assez conditionnée, mais j'avais envie aussi d'une femme qui allait être là auprès de moi. J'avais envie, qu'il y ait une sœur ou une femme qui a de l'expérience, qui soit à mes côtés. Ça, je vous raconterai plus tard où est-ce que je suis rendue avec cette pensée-là, qui est encore assez similaire, mais
Donc, j'ai fait appel aux sages-femmes, on est allé rencontrer à la maison de naissance de l'Esprit. Je suis tombée en amour avec la sage-femme qui était là avec moi. Fait que c'était super. Mon premier trimestre a été merdique. Ah oui? J'avais mal au cœur. Ah ouais, c'était dégueu. Donc, premier trimestre, je t'avoue que j'ai pas... j'ai beaucoup lu, mais dans mon corps, je me sentais vraiment pas très bien. Là, pour moi, tout le reste de la grossesse a été fabuleux, mais le premier trimestre, j'ai eu l'impression que j'avais une maladie grave. Là. J'étais comme, mon Dieu, je suis pas fonctionnelle, j'étais épuisée, mais aussi, je me suis pas écoutée totalement. Tu sais, j'ai continué à travailler, j'ai continué à vivre mon train-train. Que la prochaine grossesse, je vais probablement avoir appris de ça. Donc, le premier trimestre passe, puis ça doit être dans le premier trimestre que j'ai découvert l'existence des doulas. J'en avais aucune. Ça a été une révélation. Oh mon Dieu, il y a des femmes qui font ça dans la vie, c'est ça, c'est leur passion, c'est leur travail. Ils côtoient, ils assistent d'autres femmes tout au long de leur parcours de grossesse. Donc là, voilà, je l'ai trouvé. Ça faisait, je suis quand même quelqu'un de passionné dans la vie. Fait que j'ai eu plein de passions différentes, principalement l'artisanat avant, et je fabriquais toutes sortes d'affaires par phase de quelques mois. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en dedans de moi, que j'avais une vocation, en fait. Je savais pas c'était quoi, mais je savais qu'elle était là. C'était pas insécurisant, mais là, tu sais, j'approchais la trentaine, je me disais, ce serait quand même chouette de la trouver, cette vocation-là, à un moment donné. Fait que finalement, à ce moment-là que j'ai découvert les doulas éclairs de génie, je me suis dit, voilà, finalement, ça me tombe dessus. Merveilleux. Fait que là, je me suis mis à dévorer encore toute l'information que j'ai pu trouver sur les doulas, les bird keepers, beaucoup en anglais. Je me suis informée au début, puis là, je me suis rendu compte que pour me faire former, aller aux États-Unis ou en Australie, c'était un peu loin. Donc, j'ai fait ça. Ici, j'ai trouvé Alexandra Doyon de Fées Marraine et Bédaine, qui est là au rassemblement aussi, qui est vraiment, que je me sens choyée d'avoir appris à ses côtés, là, cette femme. Ça serait une femme sage, magicienne, sorcière, extraordinaire. Fait que j'ai fait ma formation de doula enceinte de mon gars. Wow, t'étais enceinte? Ouais. Ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans que j'ai fait la formation. Puis, ouais, c'était super de faire ça enceinte aussi. Quoique, la partie, on a abordé tout ce qui est les risques, là, parce qu'en fait, souvent les formations sont adressées aux doulas qui vont aller à l'hôpital. Fait que pour recruter en même temps, même à la maison, tu sais, pour pouvoir reconnaître qu'est-ce qui sort de la norme, il faut que tu sois au courant. Donc, je t'avoue que cette partie-là, enceinte, ça a été demandant. Je me suis dit qu'il y a un moment, après cette fin de semaine-là, de parler beaucoup des risques. J'ai vécu un stress par rapport à mon bébé. Tu sais, c'était avant qu'il commence à bouger aussi. Je me souviens, là, comme quelques jours que j'étais comme, oh mon Dieu, mon bébé, il y a quelque chose, mais finalement, j'ai réalisé que c'était plus toute cette information-là qui était rentrée à l'intérieur de moi. Ça m'avait un peu ébranlé, mais en même temps, ça l'a passé. C'était correct. Donc là, je continue la grossesse, je continue de me dire qu'un jour, il y aura un podcast, mais je vis ma vie pas mal tranquillement. Je continue à faire des voyages, on est allé en Gaspésie. C'était la belle vie, on jardinait, c'était l'été. En fait, mon fils est né le 21 juillet. C'était de l'été avec ma bédaine à nager. J'ai eu full d'énergie jusqu'à la fin, là. Moi, j'étais dans le jardin à la fin, on cueillait de la fleur d'ail. Ça aurait pu continuer. Donc, finalement, as-tu des questions pour la grossesse? Je pense que j'ai pas grand-chose à dire pour la grossesse. Ça se passait super bien. Non, pas beaucoup. Non, j'ai pas de questions. Je trouve ça magnifique que tu étais enceinte, puis tu faisais des voyages, puis t'as même fait un cours de doula pendant que t'étais enceinte. C'est incroyable. C'est quelque chose qui était à l'intérieur de moi, mais c'est lui qui l'a amené. Tu sais, il est venu tellement éclairer ce chemin-là pour moi. Et ouais, on faisait ça conjointement ensemble, mon bébé et moi, mon fils et moi. Donc là, arrivé à l'enfantement, j'avais eu une semaine quand même relax. On était allé dans un festival de musique la semaine d'avant.
le père de mon fils, il jouait là-bas. Donc là, la semaine d'après, j'ai pris ce relax, je me baignais, mes voisins, il y avait une piscine, donc je me faisais profiter de l'eau. Ça fait toujours du bien. Ah oui, avec la bédaine, c'était merveilleux. Donc, ça ressemblait à ça la semaine avant que je donne naissance. Aucune contraction, aucun signe avant-coureur que ça s'en venait pour moi. Je me suis réveillée, j'avouerais que vers 5 heures du matin, j'ai commencé à sentir des petites contractions, mais j'avais des grosses crampes menstruelles avant, moi, quand j'étais menstruée. Donc, c'était comme des légères crampes menstruelles pour moi. Fait que c'était pas, moi, je me disais pas que c'était aujourd'hui que ça allait se passer. J'avais comme on m'avait tellement parlé de latence qui dure longtemps que j'étais comme, OK, moi, je me dis pas que je suis d'enfante aujourd'hui. Je vais faire comme si de rien n'était. Fait que j'ai continué toute la journée. Fait que de 5 heures du matin, j'ai commencé à en avoir un peu sporadiquement au cours de la journée, mais il revenait quand même. Je dirais pas plus que 25 minutes à peu près. T'étais à combien de semaines à peu 40. Près? OK. Pile. OK. Pile selon ce qu'on sait, mais je savais exactement, tu sais, la date de conception était assez claire. Mm-hmm. Ça, j'en ai pas parlé. Je peux revenir vite. Ça a été étonnant pour moi de réaliser la journée, le moment qu'on a conçu mon fils, parce que vraiment, pendant le rapport sexuel, je l'ai senti. Quelqu'un d'un peu sceptique à la base. Fait que moi, j'apprends, tu sais, je suis dans cet univers-là, mais avant de le vivre, des fois, j'ai de la misère à y croire. Mais cette fois-là, on a fait l'amour, puis je te jure, je l'ai senti arriver en dedans de moi. Tu sais, je l'ai dit, je sais comment il est là, mon bébé. Mm-hmm. Je l'ai pas confirmé jusqu'à après. Je reviens à la fin pour la naissance. Fait que j'ai des contractions toute la journée, je me baigne. On avait un ami qui avait un spectacle de musique ce soir-là. Et moi, toute la journée, je disais au père de mon fils, je disais, ouais, ce soir, on s'en va voir un show, on s'en va manger au restaurant. J'étais super motivée à sortir. Plus que la journée avançait, je me disais, ouf, OK, le restaurant, les contractions, je suis pas sûre. Là, ça l'avance, puis finalement, on fait l'amour en soirée, je dirais vers 6 heures. Après ça, je me dis, oh boy, non, il y en aura plus, ça se passera pas, le restaurant, c'est impossible. Finalement, là, j'ai réalisé que j'allais donner naissance. C'est comme vers 6 heures le soir, après avoir fait l'amour, c'est devenu super intense. On est à la maison. Et à la base, moi, je voulais donner une naissance à la maison. Finalement, on habitait dans ce temps-là dans une maison mobile sur un super beau terrain. C'était vraiment des pieds notre affaire. Mais il n'y avait pas de place pour mettre une piscine dans la petite maison. C'était vraiment étroit, là. Fait que ça m'avait... Puis le bain était miniature. Tu sais, j'avais de l'eau comme jusqu'au... Je pouvais mettre mes fesses. Tu sais, mettons, coucher, ma bédaine n'était pas ensevelie du tout. J'avais vraiment envie d'eau. Fait que finalement, j'ai décidé d'aller à la maison de naissance, qui est une décision que je l'ai pris. Donc, faut que je l'assume maintenant. C'était ma responsabilité, mais que je ne referais pas. En tout cas, pour une grossesse qui va aussi bien que ça. Tu sais, maintenant, je dirais même non à l'eau, là. Pas grave, je me serais n'importe quoi, je l'aurais fait. Plancher pas d'eau s'il faut. Mais finalement, on a décidé d'aller à la maison de naissance. Fait qu'on s'en va là. J'ai eu pas mal de contractions à la maison, justement que ça devienne assez intense. Et mon expérience de voyagement était assez positive. J'ai entendu beaucoup d'histoires de femmes qui allaient en auto et qui trouvaient ça terrible. Je peux imaginer pourquoi, mais moi, je t'avoue que ça a été comme une des plus belles raids d'auto de ma vie. Je me sentais comme sur un trip de psychédélique un peu. Tu sais, les couleurs étaient vraiment magnifiques. Les contractions, c'est sûr que ça faisait pas une grande différence pour moi dans l'auto ou pas. Juste que le paysage était incroyablement beau. Donc, je me souviens regarder dehors, puis c'était en plein, c'était proche du coucher de soleil. Tellement beau ce qui se passe ici. Fait que finalement, ça s'est bien passé, puis c'était à peu près 15 minutes. Donc, on arrive là-bas. Assez standard, je te dirais, ce qui s'est passé. Finalement, c'était pas la sage-femme. C'était pas ma première sage-femme qui était là. Fait que c'était la deuxième. Moi, ça l'a changé pas mal. Ma première sage-femme, on avait un super beau lien. Puis je t'avoue que c'est elle que j'aurais aimé ça qu'il soit là. Qui est un peu une de mes critiques.
la sage-famerie en ce moment. En même temps, je comprends qu'ils ont besoin de relais. Puis Oui. ma deuxième sage-femme a changé, je dirais deux ou trois fois en cours de route. Fait que la deuxième sage-femme qui était présente finalement, je l'ai rencontrée peut-être 1 ou 2 semaines, je dirais, avant de donner naissance. Donc, tant qu'à moi, c'est pas le scénario idéal. Mais c'est dans ça que tu t'embarques avec ma pratique sage-femme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut être au courant pour prendre nos décisions. Tu le sais pas vraiment qui va être là. C'est un peu comme ça avec une doula aussi, mais tu as un peu plus de certitude que ta doula va être là. Oui. Quand même. Puis aussi, tu peux choisir la remplaçante de ta doula. Puis la doula travaille souvent avec du monde qui sont alignés dans les valeurs, tu sais. Puis les sages-femmes, c'est souvent plus par le gouvernement, fait que c'est pas toujours aligné de la même façon. Il y en a vraiment. Puis moi, je suis tombée sur des femmes merveilleuses, puis je crois qu'il faut une dévotion incroyable pour être sage-femme. Je reviendrai sur si je me lance là-dedans, sur ma critique du système plus tard. Donc voilà, la sage-femme qui est là, j'ai un beau lien. J'aurais aimé ça aller manger au restaurant avec elle, on aurait eu du plaisir à jaser, mais sa façon d'être correspond pas à comment moi j'ai envie d'enfanter. Tu sais, moi, je suis assez relaxe dans la vie. Puis elle était super sportive, comme full action. Je suis plus du genre contemplative que full action, quand même. Puis surtout dans des situations du genre. Donc, en tout cas, ça continue. On m'accueille là-bas, ça va bien. Et, je trouve pas que les contractions, c'est pénible. J'avoue que pour moi, la partie dilatation, ça coulait. Je m'endormais entre mes contractions. Je me souviens de rêver. C'était assez psychédélique pour moi comme moment. Là. Je me souviens d'avoir plusieurs visions, de voir beaucoup de couleurs quand je fermais mes yeux. Ça se tolérait super bien. Donc, c'était un beau moment. Mon partenaire, il était là, des points de pression. Il était sur cette mission-là. Puis ça me faisait vraiment du bien. J'avais pas envie de parler. Donc, je dirais que j'ai pas dit vraiment, pas dit un mot. J'étais vraiment dans ma tête. C'était le soir, en plus. Énergie-là. La sage-femme m'a demandé si je voulais qu'elle regarde ma dilatation. Fait que là, OK, elle regarde. Puis, elle m'avait demandé aussi si je voulais avant qu'elle perde la poche. J'ai dit non. Elle regarde ma dilatation, puis je l'ai super après, mais en regardant, elle a brisé la poche des os de mon garçon. Alors là, mais j'étais rendue à 10 selon son toucher, qui était... Je sais pas jusqu'où que je m'en vais dans mes opinions, ou si je fais juste te raconter mon histoire. Je pense que je vais juste te raconter, puis je te partagerai mes opinions. Le moins possible. Ce qui paraît, je suis rendue à 10. À ce qui paraît, à 10, c'est le temps de pousser. Dans mon corps, à ce moment-là, je le sentais pas. Tu le sens quand que ça pousse. Oui. C'est quand même assez clair. Mais à ce moment-là, je le sentais pas. Mais elle m'a dit, tu peux commencer à pousser. Et moi, j'avais jamais vécu ça, de pousser. Fait que j'étais comme, bon. Finalement, j'ai essayé de pousser un peu, mais je le sentais pas. Puis ça, il se passait rien. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais juste envie de dormir. Et avoir été juste tranquille à la maison, je crois que je me serais juste couchée, puis j'aurais eu une genre de quiétude d'un certain moment, parce qu'à peu près 1 heure et demie après, je te dirais, j'ai senti pousser. Oui. Il y aurait eu une quiétude là, mais qui était comme interrompue par la sage-femme qui me disait que j'étais à 10, que je devrais pousser tant que je le sentais pas. Fait que c'était beaucoup de stimulation cérébrale quand dans mon corps, j'avais juste envie j'avais envie de shut down. J'avais juste envie d'aller m'étendre puis de dans ma grotte puis de rien faire. Tu sais. Donc là, ça continue la poussée. Puis la poussée, ça a été pour moi tout qu'un défi. Ça l'a pris, ben là, eux autres, ils le comptent du début, mais je crois que ça a pris presque 5 heures. Fait que ça a été vraiment, pour moi, long. Je me disais, mon Dieu, il peut-tu bien arriver? J'espère, c'est le temps. Là, il a commencé à avoir beaucoup d'interventions dans mon environnement de naissance. Je sentais que la sage-femme, pas juste ça.
Ouais, je vais le partager quand même parce que je pense que c'est important. Je veux pas toutes les mettre dans le même bateau, mais pour moi, il y a eu quelques moments négatifs dans mon expérience. Je me souviens dans le bain, puis elle est venue me voir, puis elle me demande comment tu vas? Je dis je suis fatiguée, tu sais, qui n'est pas fatiguée? En même temps, donner naissance avec toutes les hormones. Puis là, elle me répond, elle me dit ah ouais, moi aussi, je suis fatiguée. J'ai pas dormi, j'ai pas dormi la nuit passée non plus. Ça m'a fait stresser. Dans moi, j'étais comme, ah mon Dieu, puis là, elle se sent pas bien. Et elle a pas dormi, elle se sent pas bien, puis là, elle trouve que ça commence à être long. Fait qu'encore, ça m'a vraiment stimulée. Puis je me souviens que là, il y a eu un début de petit stress qui s'est créé en moi, qui m'appartenait pas, en fait. Qui m'appartenait, c'est moi qui ai décidé d'aller là. De le faire. Surtout si t'es une personne empathique, tout de suite, tu vas dans ce monde-là, tu sais. Ouais. Comme, oh mince, qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis ça devrait pas. Tu sais, même en tant que doula, jamais que je ferais sentir ou que je veux faire sentir à la femme qui entende que moi, il y a quelque chose qui va pas ou que, tu sais, c'est son expérience à elle. Oui. On est super ouverte et sensible. En tout cas, moi, je l'étais beaucoup. Donc, ça continue. Puis là, la poussée prend son temps. Puis c'est là, la sage-femme, elle commence dans un mode sportif. Là. Elle m'a vraiment pas laissé être. Puis moi, je lui ai pas non plus dit, laisse-moi être. Tu sais, j'aurais pu, mais je t'avoue que j'étais dans les vagues. Maintenant, probablement que si quelqu'un essaierait, je dirais peut-être laisse-moi tranquille. Mais, ce fait-là, elle me propose plein de choses, des changements de position. Puis quand je regarde ça maintenant, je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que, tu sais, c'était pas anormal, ça faisait pas si longtemps que ça quand elle a commencé. Moi, j'étais dans le bain, j'étais bien, je serais juste restée là. Mais finalement, c'était comment elle sort du bain, la toilette, le tire-lait. Ça, il y a une position, il faudrait que je vous la montre, là, mais une proposition d'une position complètement atroce. J'étais couchée sur le dos, en pause. Quand la contraction arrivait, elle était en avant de moi, puis je me relevais. Comme je passais du dos, j'avais ses mains, puis quand la contraction, je me redressais comme un petit bonhomme. C'était super forçant. Et je me sentais pas en mode sportif du tout. Finalement, il y a eu vraiment beaucoup de... Ça a été un genre de 4 heures de sport pour moi, que c'était pas ça que je ressentais. Moi, je me voyais encore dans le bain relax. Je pense que je serais restée là, puis ça aurait été fantastique. Et finalement, je me rends sur le banc de naissance, puis ça l'a fait. C'était... Aussitôt que je me suis redressée, ça s'est passé assez rapidement là, sur le banc de naissance. Je faisais quelques poussées. Mon fils, il y a eu le couronnement. Je me souviens que le couronnement, c'est le moment que je me suis dit, j'abandonne. je change d'idée. J'ai la tête sortie de Mayoni. Puis j'étais comme, oh non, moi je veux je peux plus faire ça. Mais finalement, il est pas mal trop tard. Je me souviens de la sage-femme. Il y a rien à faire maintenant. Puis les contractions, ils ont été super éloignées aussi. C'est ce qui explique la poussée plus longue. Mais j'ai pas eu de contractions comme ça a été pas mal plus aux 3-4 minutes. Fait que j'avais des longues pauses. Fait que là, le couronnement, il y avait la tête de mon fils qui sortait, puis un bon 3-4 minutes entre la prochaine. Je me sentais pas mal ouverte, comme la terre, très, très ouverte. Finalement, la prochaine poussée, il est sorti. Puis comment ça a été la rencontre? Ouais, ça, tenez-vous bien, c'est toute qu'une histoire. On embarque dans un récit un peu, je veux dire, intense, un peu horrifiant par moment, mais qu'en même temps, c'est un de mes plus grands apprentissages. Ça m'a donné un magnifique cadeau, en fait. C'est peut-être pour ça que j'œuvre maintenant. Je vais vous le raconter. Je l'ai raconté à des amis, puis ça a été long pour moi de réussir à en parler. Mon fils est né, puis à mon avis, à moi, tout semblait correct. Tu sais, il était sur moi, mais au début, ils l'ont quand même pris, puis ils ont coupé le cordon super rapidement, puis ils m'ont donné une shot de cytocine. Direct en partant, sans me le demander. Hein. Ça a été fait, prends bébé, coupe le cordon, shot de cytocine dans la cuisse. Leur raison, pourtant je saignais pas abondamment, c'était une poussée longue qui les inquiétait. Fait qu'ils voulaient pas prendre de chance. Et avec tout ce que je sais maintenant, t'as aucun intérêt à couper
le cordon du bébé comme ça, il aurait pu faire leur manœuvre à côté. Finalement, écoute, ça s'est tellement fait vite, j'ai rien vu. Il me donne mon bébé, je suis couchée avec. Moi, je suis juste tellement contente de l'avoir dans mes bras. Je le regarde, je le bécote, il sent bon. Ouais. Puis moi, je me sens top shape là, pour le moment. Après, je suis gros rush d'adrénaline, tu sais, de bonheur. Puis là, il est avec moi. Franchement, il nous laisse. OK, il m'amène dans la nourriture. Je me souviens que je saigne, tu sais, que je perds des gouttes de sang. Tu sais, que je sens du sang quand même couler abondamment par moment. Puis que mon bébé, il est pas tout là. Il est un peu, moi, je trouve d'un œil maintenant. Moi, sur le coup, ça m'inquiétait pas. Mais il était, pour eux, ce qu'ils ont appelé un peu léthargique. Tu sais, son Apgar semblait OK. C'est rien d'urgent, mais il était pas super réveillé, puis il était pas très tonus. Assez mou, mais il a quand même pété. Là, à peu près 1 heure, je dirais 45 minutes se passent. Ils viennent voir, puis je saigne quand même abondamment. Ah, le placenta est sorti avant, ça n'a pas été long. À peu près 15 minutes, le placenta est sorti. Ah, OK. Quand même vite, ouais. Ouais. C'est super bien passé. C'est un grand soulagement aussi. Mais là, ils viennent voir, puis je saigne encore pas mal, puis ils semblent pas comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc, j'ai pas de déchirure au périnée, j'ai eu des légères déchirures sur les lèvres, mais je trouve pas. Fait que finalement, ils regardent. C'est un moment assez désagréable, mais ils vont regarder, puis j'ai une déchirure à l'intérieur de mon canal vaginal qui est assez profonde. Fait qu'ils sont pas capables d'aller la réparer. Mystère. J'ai parlé avec des sages-femmes, des vieilles sages-femmes par après, ma mentor aussi, puis elle m'a dit que moi, je serais allée la réparer. Bon. Fait que là, finalement, le sang, ça les inquiète, donc ils appellent l'ambulance. Puis moi, j'avoue que je me sentais bien, mais j'ai appris aussi par la suite qu'une femme en hémorragie, elle a tendance à se sentir bien. Parce que la perte de sang, ça rend aussi dans les vapes, je peux dire. Donc, mon opinion était probablement biaisée parce que quand je me suis levée, j'ai perdu connaissance, qui peut aussi être normal là, pour les femmes qui perdent légèrement connaissance, il n'y a pas de problème. Là. Donc, finalement, on se rend à l'hôpital avec mon bébé, ce que je souhaitais pas qu'il arrive. Finalement, on part. Mon bébé sur moi au moins, puis le rendu là, pour le brouhaha, on arrive, les questions, les lumières. Faut qu'on aille en salle d'opération pour réparer la déchirure à l'intérieur de moi. Puis là, mon bébé, je peux pas l'amener, fait qu'il s'en va avec son père. Là, c'est comme une question de survie rendue là, hein. T'as même plus vraiment, pas tant que j'étais inquiète pour moi, mais tu sais, ça se passe tellement vite, puis c'est tellement, il y a un gros sentiment d'inquiétude, là, qui est présent, fait que t'es plus en mode action, tu sais, il y a pas beaucoup de place pour l'émotionnel, c'était pas comme, mon bébé, c'était plus comme, bon, il faut absolument faire ça, puis là, ils prennent, donc c'est un peu, mis au point. Ils font ça automatiquement, un peu, mécaniquement, ouais. Pas beaucoup de chaleur, rendu là en même temps, il faut qu'est-ce qu'il faut. Fait que, continue. Moi, je m'en vais là-bas, salle d'opération, font la réparation. À ce qui paraît, j'ai perdu la moitié de mon sang. Fait que, quand même, donc j'ai eu droit à, j'ai eu droit à, un don de sang, là, une infusion. Donc, fait que j'ai eu du sang de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils ont dit combien de millilitres que tu as perdu à peu près ou c'était plus comme? Ça a été la moitié. La réponse, ça a été la moitié de mon sang. OK. Ah, OK, c'est ça la réponse. Parce que si, disons, une femme, elle a 6000 millilitres, disons, peut-être à peu près, là. Ça dépend bien sûr de notre grandeur puis notre largeur puis tout ça, mais donc, t'aurais perdu 3000 millilitres de sang, à peu près. Puis tu te sentais comment? Est-ce que tu croyais ce qu'il te disait? Comment tu te sentais? C'est ça qui est un peu mystérieux, je t'avouerais, mais moi, je me sentais bien. Mais j'ai beaucoup fait de recherches par la suite, puis une hémorragie ou mourir d'une hémorragie, souvent les gens, ils se sentent pas mal. Il y a un sentiment un peu d'euphorie qui vient avec ça, qui est de légèreté, comme d'être un peu sur les nuages. Donc, ça vient biaiser
comment tu le sens? Parce que j'ose croire qu'ils m'ont pas menti sur la quantité que j'ai perdue. Écoute, je sais pas comment ils le savent exactement. Mais tu sais, je pense pas qu'ils viendraient me donner du sang juste pour le plaisir. En tout cas, j'espère. Je crois que c'est vraiment dur à dire. Je crois que ça a été nécessaire à ce moment-là. Je crois que ça aurait pu être évité. Mais en même temps, je crois aussi que la vie te met sur le chemin. C'est faux. C'est pas dans toutes les situations. Mais j'ai pris ces décisions-là, c'est d'aller en maison de naissance. J'ai pris la décision d'avoir une sage-femme. C'est ça qui est. Peut-être que ça serait arrivé chez moi aussi, fait que je ne sais pas. Mais en même temps, j'ai arrêté de me tracasser avec tous ces questionnements-là parce que ce qui sort pour moi, c'est une grande motivation d'œuvrer pour les femmes, tu sais, pour qu'ils soient vraiment au courant dans quoi qu'elles s'embarquent, pour les femmes et les familles. Qu'ils sachent, qu'ils soient informés, qu'ils prennent la meilleure décision, alignée avec leurs besoins, puis s'il y a des obstacles, mais qu'elles passent par-dessus, et qu'on trouve les solutions pour qu'ils se rendent à leur enfantement, qu'ils puissent mettre en place leur enfantement rêvé, peu importe. Et après ça, d'aller à l'hôpital, pour moi, ça m'a fait aussi comprendre, ça m'a fait voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a nourri un feu à l'intérieur de moi que je te jure, il brûle, là, il y a comme rien à faire pour l'arrêter. Il y a un feu de motivation incroyable pour les femmes et les familles pour qu'elles puissent vivre leur enfantement. Oui, tu as pu voir un peu les deux systèmes, sage-femme, hôpital, puis tu as pu voir aussi les interventions, comment ça se passe. Tu sais, j'ai rien contre l'hôpital. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'étais contente qu'il y ait des gens qui sont capables. Que là, moi, mes sages-femmes, ils m'ont dit, on n'est pas capable. Tu sais, ça saignait pas mal, là. Je le sentais, là, je sentais comme des de sang. C'est surtout que des quantités, là. Je me souviens que c'était assez impressionnant ce que je sentais. Des gros caillots avec ça. Fait que je me suis dit, j'étais heureuse qu'il y ait des gens compétents qui puissent aller recoudre ma déchirure à l'intérieur de moi. Donc, à ce moment-là, tu sais, dans les situations plus d'urgence, ben, merveilleux qu'il soit là. Tu sais, je pense quand même pas que c'est le meilleur endroit où aller quand il n'y a pas de situation d'urgence, mais à ce moment-là, j'étais reconnaissante. Oui, tout à fait. La façon d'être par après, moins, mais à ce moment-là, tu sais, je me sentais, j'y allais pour quelque chose. Comme j'avais besoin de leur aide, ils étaient là pour m'offrir leur savoir, leurs compétences. Donc là, ils m'ont endormie, je me suis fait endormir pour ça, puis je me suis me réveiller, ça a été super atroce. Je me réveille dans une salle, je suis tout mêlée. Il y a juste une personne à côté de moi qui est un homme. Puis je suis en me réveillant de l'anesthésie, j'ai de la misère à respirer. Fait que je vais chercher mon air, puis on dirait qu'elle vient pas. Puis j'ai un gros sentiment de panique, puis j'ai de la misère à respirer. Puis là, je tends ma main à cette seule personne qui est là. Puis je voulais qu'il prenne ma main. Fait que je tendais ma main pour quelqu'un qui me tienne parce que j'étais sur la panique. Il voulait pas prendre ma main. La seule personne, là, il voulait pas prendre ma main puis il me regarde. Il voulait juste me dire c'est correct, mais il voulait pas la prendre. J'étais comme mon Dieu. Puis moi, j'avais juste besoin d'un contact, tu sais, quelqu'un qui me tienne, qui me dise c'est correct, tu vas respirer. Puis il a pas voulu. Je t'avoue que ça a été comme mon premier mur là-bas. Je me suis dit mon Dieu, j'imagine je serais tombée sur quelqu'un d'autre qui l'aurait pris ma main. Tu sais. Puis est-ce que c'est fréquent qu'on endort pour réparer la déchirure? C'est un choix. OK. Ouais, c'est un choix. Exactement. Tu as soit une rachidienne qui va tout te geler du bas ou tu te fais endormir. Fait que là, tu as le choix rendu là. Moi, j'étais rendue tellement, c'est un mot, écœurée que tout le monde touche à mon vagin puis à ma vulve, là, parce que il y avait les sages-femmes, ils ont essayé, là, ils ont essayé leur poudre, ils m'ont piqué là-bas, j'avais tellement mal à ma vulve, à mon vagin, puis là, à l'hôpital, ils regardaient ça encore, puis ça me faisait tellement mal. J'étais comme, je veux plus rien savoir. Non, j'en veux plus. Je voulais plus sentir ça. Je me suis sentie très déconnectée de mon corps une fois rendue là-bas. C'était plus comme mon âme, mon esprit qui était quelque part. Puis mon corps, c'est comme, là, il y a un problème, occupez-vous-en, puis on se reconnectera tantôt, plus tard. Fait que ça a été ma décision. Au moins, ben, tu sais, les deux, il y a des pour et des contre. Après ça, au moins, t'es pas gelé tout le corps, mais de se réveiller, c'est pas super plaisant, en tout cas pour moi.
Donc, finalement, entre-temps, mon fils, qui est avec son père, une des sages-femmes qui nous a suivis, là, ils rentrent dans le système médical, puis là, eux, ils trouvent qu'il est un peu léthargique, qu'il est pas super réceptif. Puis là, vu que j'ai poussé pendant 5 heures, mais l'hôpital, les médecins là-bas, ils étaient pas là, ils savent pas. Tu sais comment ça s'est passé, ils ont regardé le cœur, tout était beau, là, tout le long. Tu sais, ils l'ont regardé quand même serrer le cœur, les sages-femmes, vu que je poussais pendant aussi longtemps. Puis tout était beau, mais là, rendu à l'hôpital, eux, ils ont trouvé ça très inquiétant. Donc, ils ont décidé que la meilleure chose à faire pour mon bébé, ça serait, faudrait que je retrouve le terme exact, là, je vais un peu botcher le terme médical pour qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en fait, leur crainte, c'est qu'il y ait des dommages neurologiques, donc ils voulaient prévenir ces dommages-là, puis la façon de faire là-bas, c'est, dans le fond, pendant 72 heures, ton bébé est dans un incubateur fermé avec un matelas en dessous de lui. Ouais. Donc, le matelas sert à amener sa température corporelle comme un peu en haut de l'hypothermie, mais à un niveau comme assez froid, pour prévenir les dommages au cerveau, si peut-être il y en aurait. Mais une fois que moi, je suis pas là, donc ils me consultent pas pour prendre cette décision-là, qui est déjà entamée quand moi je remonte. Puis, est-ce qu'ils ont consulté le papa? Oui, mais lui, il est sous le choc, il capote. Sa femme est en bas, en train de se faire opérer. Lui, il a peur de perdre sa femme. Il a son bébé, puis il arrive là, puis il se fait dire que son bébé, il va peut-être avoir des séquelles. Il se fait dire que son bébé, il est pas correct. Puis une fois que tu commences le processus, et là, finalement, moi, j'ai pas un mot à dire. Lui, il est pas en état de prendre une décision. Fait que finalement, il prend le bébé, il l'amène là. Puis une fois que tu commences ça, ben là, il est tout plugué. Tu sais, il y a des électrodes, il est branché, il faut un cathéter. Il est dans ce lit-là, froid, pendant 72 heures. C'est comme, si tu le sors de là, ben, t'as besoin de signer un refus de traitement. Et j'ai senti beaucoup de pression. Moi puis ben, on n'est plus ensemble, mais moi puis le père de mon fils, on avait l'air de des hippies quand même, tu sais, une grosse touffe de cheveux, lui, moi avec mes piercings. Je me sentais beaucoup infantilisée. Puis on a senti beaucoup de pression du genre, si vous respectez pas ce qu'on vous dit, ben, peut-être que vous aurez pas votre bébé avec vous, tu sais. J'ai souvent senti cette inspiration-là comme la DPJ qui était pas si loin quand on était, on plein d'amour pour notre enfant, je pense pas qu'on méritait ça. Donc, on a eu cette pression-là. Là, finalement, je remonte. Ça a pris peut-être quelques heures avant que je me rende à mon bébé. Il fallait que je sois en chaise roulante. J'avais de la misère à marcher. C'était tellement enflé. Finalement, il faisait tout plein de tests. Il venait vérifier. Donc, ça a été super long avant que je puisse me rendre à mon bébé. Puis, je t'avoue que la séparation, aussitôt comme ça déconnecte ton lien avec ton enfant. Ouais. Je l'ai plus observé. Tu sais, maintenant qu'il est grand, je me dis, mettons que mon fils, maintenant, il serait malade, tu sais, mettons que moi, il me manquerait une jambe, peu importe, genre, il y aurait rien pour m'empêcher d'être à ses côtés. Mais à ce moment-là, je le connais. C'est comme si je le connaissais pas. Tu sais, j'ai eu ce petit moment d'amour-là, mais c'est super important, le lien maman-bébé. Tu sais, on en parle beaucoup, les doulas, de pas disturb, de pas venir déranger ces moments de connexion-là, du partage d'hormones qu'il y a au début. Mais moi, ça a été complètement coupé. Tu sais, je savais que j'avais mon bébé, mais j'étais dissociée quand même de mon enfant. Fait qu'il a fallu que je rebâtisse ce lien-là. Vraiment, mon bébé, on arrive là-bas, va le voir finalement, puis là, il est dans cet incubateur-là. Pas qu'incubateur, c'est bon mot. Mais vous comprenez. Oui. Je me sentais plus comme si on était comme j'utilise le mot incubateur, je me sentais comme si on était une usine de poussins. D'accord. On regarde mon garçon, puis je peux pas le prendre. Tu sais, il est tout branché, fait que je peux pas le prendre dans mes bras, je peux pas l'allaiter, évidemment. Là, je suis là, post-natal, immédiat. Ma vulve est tellement enflée. Ils ont tellement joué, ils ont tellement piqué, ils ont tellement fait d'affaires que puis, en néonat à l'hôpital, ça doit dépendre des hôpitaux. Mais où est-ce qu'on est? Il y a pas comme un lit, là, pour toi, à côté de ton bébé. T'as une chaise pliante
pliante comme de plage, un peu là, comme de patio, qui te mettent à côté de ton bébé, qui est pas à bonne hauteur. Fait que c'est super inconfortable. Tu viens de donner naissance, tu as juste envie d'être couché, là. Le corps, il est pas fait pour être debout comme ça. Puis là, t'as le gros rush d'adrénaline parce que t'es en mode survie. Tu sais, mon bébé, il va pas bien à ce qui paraît. Mais là, le soir, tu sais, je le bécote comme je peux, puis je le flatte comme je peux, j'y parle. On avait eu une potion de fleur de bague qui m'avait été offerte par Alexandra qui m'a formée comme doula. Fait que c'était comme notre seul moyen, je t'avoue, qu'on avait en tout cas en notre possession pour le soigner. Fait que là, quand les médecins regardaient pas, je me rentrais et je lui donnais des fleurs de bac. C'était comme mon moyen de faire quelque chose pour mon bébé. Puis finalement, ce soir-là, ça, c'était la première journée. Je suis retournée dormir dans ma chambre pendant la nuit. Je leur avais dit, c'est appelez-nous, parce qu'il n'y a pas de lit à côté. Je le répète, t'as pas de spot pour dormir là. Fait que je m'en vais dormir. Finalement, je leur ai dit, appelez-moi s'il y a quelque chose. Ils m'ont jamais appelé. Le lendemain matin, j'arrive. Ils sont comme, on a dû donner de la morphine à ton garçon pendant la nuit. T'es pas appelé. C'est bon, enfant. C'est ma décision. Moi, je comprenais pas comment c'était même possible. Je m'avais pas consulté. J'étais super fâchée. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la seule personne qui peut évaluer, dans le fond, ce qui avait leur grande crainte, là, c'était qu'ils fassent des crises d'épilepsie. Et aussi, les bébés font des légères crises d'épilepsie, c'est possible. C'est même des bébés que tout va bien. Si tu les mettrais sur un scan de cerveau, ils pourraient faire des petites crises, c'est normal. En tout cas, lui, il était connecté, fait qu'il voyait toutes les activités. Le neurologue, qui est pas là tout le temps, il est là le jour, ben c'est le seul qui peut évaluer correctement qu'est-ce qui se passe. Mais les infirmières ils ont une idée. Puis là, en précaution, ils ont donné de la morphine à mon garçon, puis on sait qu'est-ce que ça fait la morphine. Ça gèle, je sais pas si quelqu'un a déjà tombé dans ça gèle, puis ça la morphe, tu sais. Puis, ce qu'on attendait pour le sortir de là, c'est qu'il ait l'air moins amorphe. On attendait qu'il ait l'air plus vigoureux, moins amorphe. C'était tout ça. Les journaux étaient comme quand il va avoir l'air d'avoir plus d'énergie, il va pouvoir sortir de là. Là, vous lui donnez de la morphine, puis il peut pas voir ça, tu sais, il peut pas toucher sa mère, il peut pas allaiter, il peut pas téter. Puis on s'attend qu'il aille bien, cet enfant-là. Pour moi, ça faisait aucun sens. Il lui donnait du Keppra, qui est un médicament anti-convulsion en prévention pour les crises d'épilepsie. Et on a fait nos recherches et on était vraiment fatiguants. On était comme les patients de l'hôpital que tu veux pas avoir. Là, on questionnait tout. On était tout le temps en rencontre dans un bureau avec les médecins. On était vraiment intenses. Ils nous aimaient pas tant que ça. Et finalement, les médicaments, nous autres, on avait fait nos recherches. Puis, un des effets secondaires, c'était la léthargie. Puis encore, on se rappelle, ce qu'on attend pour qu'il sorte de là, c'est qu'il ait l'air pas léthargique. Mais non, il donne un médicament, puis l'effet secondaire, c'est la léthargie. Fait que là, je commence à me demander comment on va faire pour sortir d'ici. Fait que finalement, on a suivi une des infirmières, elle nous a passé son livre des médicaments, puis on l'a lu dans son livre, l'effet secondaire, qui était la léthargie. Fait que la grosse discussion avec les médecins, on réussit à faire diminuer la dose, puis là, on arrive à la 3e journée de pas vraiment de dodo, là, postnatal de l'enfer, là, à côté en néonat, à marcher, à se promener. Finalement, on arrive à la 3e journée, puis là, ils nous disent que vu qu'il continue à être léthargique, ben, il faudrait l'intuber pour qu'il puisse être nourri. Là, finalement, moi, je t'avoue qu'à ce point-là, je commençais à perdre espoir, là, j'étais hors de moi, j'étais brûlée bien raide, là, je tirais mon lait. Finalement, le père de mon fils, il dit, hey, non, il n'y en a pas question. On n'a même pas essayé de lui donner du lait. Fait que finalement, il s'est fâché. Puis on a réussi à convaincre une des infirmières qu'on sorte de là, puis qu'on laisse téter, qu'on laisse essayer au moins. Puis finalement, à partir de là, ben, ça finit à vie. Finalement, il a tété comme un champion. Puis ça, c'est incroyable, le progrès. T'sais, dès le moment, cet été-là, dans la journée, on a vu le changement. Il s'est mis à être, mais ça fait juste du temps. Il y avait une chance que vous avez insisté. Sinon, oui. Il y a une chance que le père, Perico, il était là. Honnêtement,
j'en suis reconnaissante pour toujours. Tu sais, moi, Et en plus, vous devez être tellement fatigué, ça doit être tellement difficile de devoir s'obstiner pour des choses aussi banales. Ouais. Mais vous l'avez fait pareil, puis c'est une chance, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui peut trouver le courage ou même l'énergie de devoir s'obstiner. Ouais. Et puis c'est surtout qu'ils nous disaient que c'était pas la bonne chose à faire, là. Ils nous disaient, ben non, ça marchera pas, c'est pas une idée, l'intubé, ça va être mieux. Puis, hey, j'en ai vu, là, moi, j'étais en néonat là-bas, je les ai vus, les bébés prématurés qui se font intuber. Tout un tas de complications qui viennent avec ça, ça les irrite, c'est vraiment pas le fun, là. Fait que si tu veux l'éviter, fait que là, ça a été honnêtement, ça a été un combat pour nous. Il a fallu s'obstiner, consulter. Je te dis, on était dans leur bureau constamment, il en fallait qu'ils me sortent des papiers, des livres. Je comprenais pas comment ça qu'il fallait que je m'ostine aussi fort. Finalement, une chance qu'il était là. Puis, d'où l'importance d'être deux. Puis moi, j'étais rendue brûlée ben raide. Fait que là, finalement, ça commence à aller mieux. À la 3e journée, il tète. Fait que là, je peux finalement avoir mon bébé sur moi. On se colle. Là, ça allait mieux. Mais, il a attrapé, là, je ris, là, je trouvais vraiment pas ça drôle sur le coup, je vous le dis, là, ça fait quand même quelques années, fait que je l'ai digéré, mais il a attrapé, il y avait un cathéter dans son nombril, donc il y avait une voie ouverte, et il aurait attrapé le strep B à l'hôpital. Un bébé qui a le strep B, ça demande des antibiotiques, puis des antibiotiques sur un bébé, ça se donne pas par voie orale, hein. Fait qu'il est intraveineuse, ça veut dire qu'il faut que tu sois là-bas. Qui te le donne. Puis le traitement d'antibiotiques est assez long. Fait que finalement, au total, là, on a été là 10 jours, je crois. Ouais. On avait déjà été là comme 3 jours. Fait qu'on a été là 2 semaines. C'était vraiment de la merde. Oui. Mon bébé, il allait bien, là. Mais là, le strep B s'inquiète d'une méningite, hein. C'est ça, la fait. Les bébés, c'est pas ça se prend au cerveau. Fait que là, beaucoup de précautions, puis je les comprends. Ils veulent pas se permettre qu'il arrive quelque chose. En même temps, je pense que trop de précautions, ça a des effets néfastes. Ils créent des problèmes avec ces trop de précautions. Fait que finalement, on a évolué dans notre parcours d'hôpital. On a passé de néonat surveillance extrême, que ça bip, là, tout bip. Ça bip pour bien même. Il n'y a pas de problème, mais ça se met à biper. Fait que c'est ton système nerveux, il est super impliqué. C'est tellement stressant. Finalement, puis je tiens juste à dire, envoyer tout mon amour à ses parents. J'ai vu des parents avec des bébés prématurés qui sont là pendant des mois. Juste tout leur donner mon amour puis mon support. Vous êtes tellement tough. Donc, moi, je suis là avec mon 2 semaines que j'ai trouvé ça effroyable. Mais imagine être là pendant des mois, là. Je les trouve incroyablement forts, ces parents-là. On a évolué, on a changé, on s'est rendu en néonat un peu moins extrême. Après ça, on s'est rendu dans une autre chambre encore moins extrême, dans le sens qu'il y avait moins de surveillance. J'avais plus de chambre à l'hôpital parce que j'étais plus patiente, tu sais, j'avais plus une chambre proche sur le même étage. Fait qu'on était rendu 2 ou 3 étages plus bas. Donc là, il fallait faire le voyagement, puis là, tu sais, moi, il fallait que je l'allaite. Fait que là, on était comme à, je sais pas combien de temps de marche, puis d'hôpital, que je me rendais là en plein milieu de la nuit. Finalement, on a évolué on s'est rendu un peu plus loin dans l'hôpital où est-ce que c'était libre, là, il était plus branché sur rien, il venait juste pour les antibiotiques, puis on a continué à s'ostiner. Finalement, on a presque réussi à partir 2 ou 3 jours avant la fin des traitements antibiotiques parce qu'on n'habitait pas loin. Fait qu'on pouvait revenir 2 fois par jour pour le traitement, puis repartir, puis au moins dormir chez nous. Mais finalement, ça aussi, ça a été une bonne dose d'ostinage pour pouvoir faire ce qui nous plaisait. Finalement, on arrive chez nous. Fait que ça a été 2 semaines super éprouvant. Mais sur le coup, t'as pas le temps de vivre le trauma qui vient avec. Tu sais, en ayant des enfants, c'est tellement une grande implication juste d'être parent d'un bébé, d'un jeune enfant, que tes émotions à toi, ils prennent, en tout cas, on dirait que je les ai compartimentées, tu sais, je les ai mis dans une petite boîte, et ils refaisaient surface tranquillement, mais là, j'étais rendue juste tellement heureuse d'être chez nous, que c'était comme, bon, ça, c'était une autre partie de ma vie. J'ai
j'ai pas pu vivre les émotions tout de suite, j'ai pas... T'étais juste soulagée d'être finalement chez toi, puis pouvoir finalement vivre le rapprochement avec ton bébé, puis de l'allaitement et tout ça. Exactement, dormir collé avec. Juste dormir. Juste dormir, puis dormir encore là, c'est relatif. Ouais. On dormait comme tu dors avec un bébé naissant. J'avais pas le temps de vivre ces émotions-là. J'ai eu une légère dépression postnatale un peu plus tard, comme vers de 3 à 9 mois, je t'avoue que j'étais pas mal down. Mais sur le coup, je m'en rendais pas vraiment compte non plus. Je trouvais juste que la vie était un peu plate. Mais finalement, 3 à 6 mois à peu près, je dirais, à la fin de l'été, le reste de l'été, ça s'est super bien passé. On a profité de la vie avec notre enfant dehors au soleil, dans le jardin. Puis après ça, l'hiver est arrivé, qui est une période pour moi toujours un peu plus introvertie. Mais là, avec le bébé, tout ce que ça implique, j'avais pas retrouvé, j'avais pas encore senti la passion revenir. J'avais pas, il y avait pas cet aspect-là de ma vie qui me nourrissait. Finalement, tranquillement, j'ai pu réapprivoiser ce que j'avais vécu en postnatal. J'ai beaucoup écrit, j'en ai parlé. J'avais encore le suivi sage-femme. Fait qu'après, j'ai pu reparler avec elle. J'ai pu reparler avec les sages-femmes après de ce qui est arrivé. Ça m'a fait du bien. J'ai fait des cercles de partage, des cercles de parole. Puis j'avoue que ça ressortait toujours. Je m'y attendais pas. Puis finalement, c'est encore cette histoire-là que j'avais besoin d'exprimer, que j'avais besoin d'être entendue. Puis finalement, ça a dû me prendre... ça a été long, tu sais. Maintenant, je suis capable d'en parler sans pleurer. 4 ans plus tard, mais je t'avoue que ça a dû prendre un bon 3 de beaucoup de partage, puis d'être accompagnée, puis d'essayer de comprendre. Puis en même temps, je te dirais à peu près dans la première année, j'ai pu voir le cadeau, si je peux dire. C'est le cadeau qui vient avec cette expérience-là que je vous ai partagé un peu plus tôt, qui est ma flamme. Ce qui me nourrit en ce moment de continuer d'œuvrer auprès des femmes et des familles. Ça vient de là. Puis c'était quand le moment que tu te dis je vais créer quelque chose? C'est arrivé, c'est comme j'ai dit, déjà dans ma grossesse, c'est arrivé. Puis là, à peu près 1 an, 1 an et demi. Je dis souvent 1 an, mais je pense que c'était plus mon fils avait 1 an et demi. Vers les 6, 7, 8 mois de vie de mon fils, la passion est revenue tranquillement. J'avais envie de lancer ma page de doula puis de commencer à œuvrer. Mais j'ai eu un suivi aussi à 6 mois à peu près. J'ai accompagné une maman à l'hôpital. Donc, ça a été comme mon baptême. Beaucoup confrontée de retourner là. Je pense que c'est ça qui a déclenché. J'ai accompagné cette maman-là qui était une maman avec des besoins, qui avait pas beaucoup de sous, puis qui vivait une situation difficile, puis elle enfantait à l'hôpital. Ça m'a confrontée de retourner à l'hôpital, mais ça m'a réconciliée aussi. Elle voulait être là. Ça, elle souhaitait vraiment être là. Donc, puis j'ai pu tout revoir ce que j'avais été. Donc, ça l'a mis un baume sur ce que j'avais vécu. Puis après ça, la passion tranquillement, tu sais, c'est aussi le temps que ton enfant, c'est 6, 7, 8 mois, qui prend de l'autonomie, si je peux le dire. Mais tu sais, tu commences à t'habituer ton cycle de ça, mais les siestes. Fait que c'est revenu aussi avec mon énergie à moi. Donc là, je me suis mis à tout écrire mes textes pour mon site de doula. J'ai fait ça jusqu'à l'été. L'été, on a fait une super belle séance photo pour mon site également. Puis un peu plus tard, je dirais 6 mois après, le podcast est revenu. Là, j'avais de l'énergie, j'avais du pep. Là. Je dormais mieux. C'était plus réaliste aussi avec ma vie de famille. Non, c'est dur là d'accompagner avec un jeune bébé. Donc, tellement. C'est venu comme un éclair. Là, ça m'a refrappé. Je me suis dit, bon, c'est le temps, je le fais. Puis, j'avais pas envie de le faire seule. Fait que j'ai contacté des femmes de mon entourage que j'aime beaucoup. Je crois qu'à la base, on était peut-être 8. 7 ou 8, si je me trompe pas. Femmes, dans le début du projet, on a décidé que ça s'appelait Enfanter. Moi, j'avais plusieurs idées. Oui, c'est ça que j'allais demander. Comment comment t'as trouvé le nom? Oui. Ouais, j'avais plusieurs suggestions. J'avais créé un document, un genre de PDF avec ma vision, qu'est-ce que je voulais. Puis là, je l'avais envoyé aux autres femmes, savoir si elles avaient envie d'embarquer.
dans mes choix, non. Moi, j'étais vraiment arrêtée sur enfanter la révolution. Mhm. J'étais comme en mode combattante. Oui, c'est ça. Je te comprends. Je rentre dedans, tu sais, je me sens. Puis, je t'avoue je t'avoue qu'encore, j'ai des moments que enfanter l'évolution, dans ma tête, c'est enfanter la révolution. Tu sais, j'ai des mois que je suis comme, ah ouais, là, j'ai juste envie, mais je me recalme. Oui. Puis, Francine, en fait, qui est maintenant ma co-créatrice principale, on a enfanté l'évolution, c'est devenu, je vais vous l'expliquer aussi plus tard, là, mais Francine est venue avec enfanter l'évolution, qui est beaucoup plus doux. Puis finalement, je suis très heureuse qu'on ait choisi enfanter l'évolution. Puis il y a peut-être des moments qu'on se transformera en enfanter la révolution, tout dépendamment de ce qu'on fait. Donc, les femmes, ils ont embarqué, ils ont toutes dit oui. Et c'est des femmes que je connais. Ah, avant ça, moi et Francine, on s'était mis à offrir nos soins Rebozo. Finalement, c'est comme ça que Francine est arrivée. On était toutes. Et comment t'as connu Francine? À travers Héloïse, qui est une de mes bonnes amies. Francine était la doula d'Héloïse. Et Héloïse, tu l'as connue comment? Héloïse, je l'ai connue d'amis en commun avant d'être enceinte. Mes bonnes amies qui étaient son amie. Puis finalement, on est tombé enceinte. Héloïse, sa première fille est née comme 5 mois après mon fils Luno. Donc, on s'est rapprochés comme ça. Ils ont tous dit oui, on a commencé, on n'avait jamais fait ça, on s'est finalement trouvé des micros, on a appris à la bonne franquette. J'ai été incroyablement surprise de voir la réponse des femmes que je contactais. Pour moi, ça aurait été c'est un beau cadeau, ça m'a vraiment rempli de bonheur. Ouais, ça a bâti ma confiance dans le sens que j'ai vu que ces femmes-là avaient envie de partager. C'est moi, je me suis écrire à Jean, c'est Jean Kerwin, qui pour moi c'était une de mes idoles. J'ai écrit à des femmes que j'admirais, des femmes que leur parcours m'inspirait grandement, puis c'était juste oui. Simple de même. Je me disais, OK, oui, ça me tente, j'ai envie de partager. Fait que là, j'ai bâti des liens d'amitié avec des femmes qui œuvrent dans le milieu depuis longtemps, des femmes même moins longtemps, mais des femmes qui m'inspirent. Donc, ça a commencé comme ça. Fait que c'est un peu comme ça que le rassemblement est arrivé aussi. Fait que là, on bâti tous ces beaux liens-là. On avait principalement, c'était Mélodie et moi qui faisaient les podcasts. On a Claudie, qui en a fait un peu au début. Claudie nous aidait. Claudie Doula du cœur. Doula du cœur qui fait des illustrations. Claudie a fait. Faudra que je les invite toutes aussi. Oui. Là, Claudie, vraiment, c'est toutes des femmes incroyables. Donc, Claudia nous aidait beaucoup avec les publications. Fait qu'on est allé au rythme de nos familles. Je t'avoue, au début, c'était un projet assez simple. On savait pas exactement où est-ce qu'on s'en irait avec ça. On s'est dit qu'on serait un collectif. Donc, on s'est dit, sans savoir qu'est-ce que ça impliquait, je t'avoue que j'étais un peu naïve à ce moment-là. Moi, j'étais comme, oui, je veux travailler avec tout le monde. Ça va être vraiment le fun, puis facile, puis on va le faire. Tu sais, même si ça n'existe pas, on va créer ce modèle-là. Je t'avoue que maintenant, quelques années plus tard, j'ai réalisé que ça se fait pas comme ça. Ça dépend c'est quoi tes ambitions. Donc, ça a évolué. On savait qu'on ferait un événement. Donc, c'était comment finalement par rapport à tes attentes? C'est quoi à quoi tu t'attendais pas dans le fond? Au début, c'était super facile quand c'était juste le podcast. Après ça, on a organisé une retraite qui était aussi facile parce que 2 d'entre nous ont décidé de participer à la création. Après ça est venu le rassemblement. Le rassemblement, l'année passée, je t'avoue que c'est là le point culminant dans l'histoire qui se tisse maintenant d'Enfanter l'évolution. Il est venu le rassemblement, puis le rassemblement, pour ceux qui connaissent pas, c'est le grand rassemblement Enfanter l'évolution. C'est un festival de la périnatalité. Donc, on invite des conférencières. L'année passée, c'était un peu partout au Canada. Cette année, on a aussi Wapio, qui est des États-Unis. Donc, il y a des ateliers aussi, on a des facilitateurs, il y a des cercles de parole, il y a un coin pour les enfants, il y a une halte de garderie, il y a des spectacles. Oui, puis j'ai hâte de voir c'est quoi. C'est le fun, en vrai. C'est tellement beau, là, en pleine nature, sur une terre riche, il y a un lac, une chute, la vue incroyable et magnifique. On est dans les collines.
Fait que ça demande beaucoup d'organisation, de grands rassemblements, parce qu'on est, tu sais, l'année passée avec tout le monde, tu sais, il y a une équipe de bénévoles, tout le matériel. Ouais, ça demande, c'est tout qu'un projet bénévole. Tu sais, l'année passée, c'était du temps plein, là. Je t'avoue que je m'étais, puis vu, ça tu sais, ça a été long, c'était beaucoup mon bébé. En santé l'évolue, c'est né dans l'intérieur de moi, fait que je le prenais comme mon bébé. Fait que moi j'y crois depuis le début en santé évolution, puis dans son potentiel, puis dans ce que ça peut être. Fait que j'ai aucun problème à y mettre plein d'énergie, parce que je sais qu'un jour je vais pouvoir créer mon abondance avec en santé d'évolution, je vais pouvoir vivre de ça, puis ça va. Je sais ce que ça va amener dans le monde, je le vois. Donc je mettais beaucoup de temps, ce qui me faisait plaisir pour la première année. Là, il y a Francine qui est embarquée aussi. Pour elle, ça faisait beaucoup de sens, le présentiel. Elle, le podcast, un peu moins. Je crois que maintenant, elle en fait plein. Mais le présentiel, c'est ça qui lui parlait. Puis on a Claudie aussi qui nous aidait, qui faisait toutes les publications, qui était super pour les réseaux sociaux. On a Alexandra l'année passée qui est embarquée, qui était nouvelle dans Santé l'évolution, mais qui a embarqué pour beaucoup pour le en personne, c'est d'amener tout le matériel. Non, ça a super bien fonctionné l'année passée. On l'a fait comme ça, mais beaucoup de temps que ça demande, puis pas, dans le fond, on n'est pas payé pour faire ça. Fait que c'est du bénévolat, puis dans une vie de maman, accompagnante à la naissance, ben, tu vis pas riche, là. C'est pas puis à un moment donné, t'as besoin de, c'est la réalité de notre monde. À un moment donné, t'as besoin de payer tes factures, t'as besoin de manger, t'as besoin de tout ce qui entoure la vie, sans faire d'excès, mais tu sais, t'as des besoins quand même. Fait que si tu mets tout ton temps dans un projet qui rapporte pas, ben, il faut que tu trouves des solutions pour que ça rapporte. Sinon, c'est pas viable dans le temps. C'est impossible. T'sais. Comme là, cette année, on le fait encore, puis c'est encore la même histoire. Mais ça peut pas continuer comme ça longtemps, parce que sinon, en santé l'évolution, ça va mourir. Parce que si on peut pas en vivre, ben, c'est impossible que je puisse mettre ce temps-là pour le reste de ma vie. T'sais, moi, je me vois une autre année peut-être, que je peux mettre le temps dans santé l'évolution. Donc, tout ça, ça s'est restructuré. Après le rassemblement, on s'est mis à regarder. Ben, il y a aussi l'argent qui rentre là-dedans. Hein, fait il y a des revenus. Tu sais, là, on est arrivé pas mal kiff-kiff, mais là, on parlait de l'organisation du deuxième. S'il y a des revenus, comment tu le sépares? Parce que le collectif, cette femme, tant qu'il n'y a pas d'argent, c'est facile. Mais une fois qu'il faut que tu payes des salaires, comment tu reconnais le temps de chacune? Comment tu fais ça? Avec l'implication. Est-ce que le temps de chacune vaut toute la même chose, mais qui met quoi quand? Et c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'ils se passent. Et là, il faut que tu calcules qui fait quoi, puis combien on en fait pas d'énergie. Ouais. Ouais. Fait comment qu'on reconnaît, qu'on reconnaît dans son temps, comment qu'on le fait? Puis si on veut, tu sais, développer des projets futurs, et là, en santé l'évolution, on veut que ça se transforme en OBNL pour pouvoir aller chercher, en santé l'évolution est enregistrée comme une entreprise maintenant. Mon nom à moi est Francine. Puis le grand rassemblement, on aimerait que ça devienne un OBNL pour aller chercher des subventions, justement, pour que ça soit viable. Pour développer des projets futurs, ça demande beaucoup de temps. Fait que si moi, je mets tout mon temps que j'ai disponible à développer des projets futurs, ben, c'est pas équitable pour moi que ça bénéficie à tout le monde. C'est pas parce que je veux pas, c'est juste parce qu'il faut mettre du temps. Oui. Fait que finalement, ça a été ça qui a été notre grande gros travail, parce qu'on aime ça être ensemble, mais finalement, là, pour l'instant, on a 2. Mais finalement, il y en a une au début qui s'est retirée dans les premiers mois. Récemment, avant le rassemblement, il y en a 2 qui ont quitté par rapport à l'entreprise, parce qu'ils voulaient pas que ça soit une entreprise, mais finalement, c'est ça qui est devenu. C'est un grand mot, là. Souvent, on utilise le mot entreprise, mais on roule pas une entreprise qui fait plein de... Oui, entreprise, ça fait bureaucratique, mais dans le fond, je suis sûre que c'est pas ça du tout. Oui, non, c'est juste un terme juridique, parce que t'as pas le choix de m'amener pour tes impôts, tu sais, t'as pas le choix. C'est sûr. Parce que le rassemblement, il y a quand même des gros montants qui rentrent, c'est juste qu'ils ressortent toutes. Mais cet argent-là, t'as pas le choix de la montrer quelque part. Puis, elle rentrait dans mon compte de banque. Fait que l'année, tu sais, moi, il faut que je la justifie. Oui. Puis il faut avoir des entreprises qui sont féminines, on peut dire ça comme ça, puis qui sont centrées sur la femme, tu sais, beaucoup ne le sont pas, malheureusement. Fait que moi, je pense que c'est positif
d'avoir des compagnies comme ça. C'est Puis, ça notre souhait. Notre souhait, c'est que ça grandisse puis qu'on ait les fonds pour payer ces salaires-là. On a une équipe de femmes qui sont reconnues dans leur temps puis qui sont payées. C'est juste qu'en ce moment, on n'est pas là. Ça sent bien. On a plein de beaux projets qui s'alignent. Ça va se faire, j'en doute pas, mais j'ai des études en gestion de commerce, mais sinon, j'ai pas fait de bac en entrepreneuriat. Donc on a. Donc, t'as une petite base de pouvoir gérer, OK. C'est quand même bien. Oui, mais j'apprends, je t'avoue que, je m'en souvenais pas beaucoup, là. Au cégep, c'est une technique. Fait que oui. Quand même, j'ai bougé pas mal entre-temps. On apprend. Puis là, il y a le rassemblement qui est à sa 2e édition. On est super excités. Il y a Michel Audin qui va nous offrir une conférence une vidéoconférence. Il m'a dit qu'il était rendu. Oui, j'ai vu. J'ai bien hâte. Puis on a Wapio qui est pour moi une grande inspiration, qui est une femme sage des États-Unis. C'est elle qui a mis les mots sur l'approche quantique, en fait. Donc, elle va venir nous faire 3 enseignements. C'est très, très excitant. On a plein de grands-mères. On a une journée, on a le vendredi qui est dédié à nos grands-mères. Oui, il y a plusieurs petites choses qu'on mijote. Puis est-ce que tu penses que c'est vraiment ton enfantement qui est ta plus grande motivation en ce moment, disons, ou c'était plus au début, puis maintenant il y a quelque chose d'autre qui te motive? Que mon fils arrive dans ma vie. Fait quand j'étais enceinte, je t'avouerais que ça, c'est de la découverte. Je le décrirais, comme la découverte de la périnatalité. Mon enfantement c'est la consolidation de ma capacité à créer. Ça a été comme le point, c'est le point culminant dans je suis capable de le faire. Moi, j'ai sorti un humain de mon corps, naturellement, tu sais, oui, ça a été, il y a eu des interventions des sages-femmes qui étaient, mais tu sais, sans médicaments, sans pour que j'étais comme, moi, je peux tout faire. Genre, n'importe quoi qui se met là, je peux le faire si j'en ai envie. Ouais, ce qui s'est passé après, ça a été traumatisant, mais aussi, c'est venu continuer à nourrir la flamme que j'avais à l'intérieur de moi. Qui m'amène aussi je l'ai passé vite, mais je travaille présentement. L'expérience que j'ai vécue, ça fait, je te dirais, peut-être 1 an que je fais des formations, que je commence à écrire. Ce que j'écris, là, mais j'ai envie d'offrir des sessions de discussion, en fait, pour les femmes, pour les familles qui ont vécu des traumas périnatales. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Fait que je t'avoue que ça, c'est mon alignement personnel. J'ai enfanté l'évolution qui est la transmission des savoirs. De ramener de l'avant les savoirs de nos grands-mères, de créer, on veut créer une cohorte pour l'approfondissement des savoirs de doula. Puis Charlotte, de son côté, individuellement, c'est vraiment de marcher son chemin de guérison d'un trauma périnatal. Si j'ai envie, c'est pas moi qui va guérir le trauma de personne, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai envie d'être là pour écouter, pour discuter, pour détricoter les vécus avec les femmes et les familles qui sont passées par là, pour entamer ce chemin de guérison qui se fait. Tu guéris de ça, mais je crois que tu as besoin d'en parler. Je suis pas de maman que leur premier choix, c'est d'aller à l'hôpital. En tout cas, pas pour le moment. Je suis allée et je me sens pas dans ma lumière là-bas. Je sens pas que c'est la meilleure place pour moi pour être une accompagnante. En tout cas, pas pour le moment. Puis je trouve ça merveilleux qu'il y ait des femmes qui soient capables de le faire. Je les trouve bonnes d'y aller, mais pour moi, c'est pas ça. Donc, en ce moment, je suis une accompagnante pour des femmes qui décident d'enfanter à la maison, avec sage-femme, de la façon qu'elles le souhaitent. Je respecte et je prône grandement l'autonomie, la liberté. Et c'est souvent ça qui vient à moi de toute façon. Donc, la vie fait bien les choses. Sinon, les sessions de discussion, je vais les lancer à l'automne. Ça va être mon dada. Puis enfanter l'évolution, on travaille sur une cohorte d'approfondissement pour les doulas. Le fait que les femmes ont dit oui, je t'avoue que ça, c'est aussi une de mes grandes motivations. C'est le fait d'avoir découvert un univers où les gens sont tellement généreux de leur temps et de leur connaissance que ça me motive grandement. Ça a aidé ma confiance à œuvrer. Puis t'as dit que tu accompagnes majoritairement à la maison avec une sage-femme.
Et ou des fois, tu accompagnes aussi sans sage-femme? Ouais, sans sage-femme. Sans sage-femme. Ah, ok. Je pensais que c'était avec sage-femme. Ok. Ouais. Fait que tu m'as dit que t'étais c'est très délicat comme sujet. Fait que je vais pas comme, je vais pas, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. C'est encore, oui. ce que je crois puis ce que j'encourage pour les femmes et les familles. S'ils décident d'enfanter, d'enfanter librement à la maison, dans le fond, ils prennent responsabilité. Oui, c'est de ça. ce qui va se passer, de leur vie, de leur enfant. Mais je crois quand même que c'est naturel pour la femme d'avoir envie que quelqu'un soit là. J'ai dit que j'y reviendrai au début, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup cheminé, tu sais, au début, dans le début de ma grossesse, j'étais comme, je le ferais juste seule à la maison, puis après, j'étais comme, non, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un. En fait, moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait quelqu'un. Pas nécessairement, pas dans ma bulle, vraiment pas dans ma bulle, mais j'aimerais ça. Dans mon monde idéal, là, c'est une grand-mère ou une femme, peu importe, une femme qui a des connaissances, que je connecte avec. Oui. J'aimerais ça qu'elle habite dans un jumelé à côté de chez dans une bigénération, j'aimerais ça qu'elle soit juste à côté. C'est ça, ça se fait pas. Évidemment, mettons mon rêve, c'est ça. Ou qu'elle soit la maison d'à côté, ou qu'elle soit là dans la maison, mais qu'elle chill dans une chambre, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais que je la vois pas, vraiment. Oui. À moins que j'en aie besoin. Fait que c'est pour ça que les sages-femmes, pour moi, c'est intéressant, mais la femme... traditionnelle, pas comme exactement. maintenant. Parce que les sages-femmes, en ce moment, c'est pas ça. Et j'en connais, j'ai des amis, je tiens à le dire, j'ai des amis sages-femmes que j'aime d'un amour inconditionnel. Oui. Incroyablement merveilleuse, puis je crois dans leur façon de faire, puis je le sais, il y en a des sages-femmes qui sont dans le système et qui disent, je vais pas dire ça, mais qui se rebellent contre le système quand même, puis qui décident d'œuvrer à leur façon, en détournant, en étant quand même sneaky, mais restent, qui ont toujours l'épée de Damoclès en haut de leur tête, il y a toujours cette pression-là. Oui. Qui font que je crois pas qu'elles peuvent être 100% au service de la femme. Je crois pas que c'est vraiment possible. Ils dirigent de plus en plus vers la médicalisation, la pratique sage-femme, c'est par les amener dans les hôpitaux, soit c'est peut-être des médecins en charge de, tu sais. Je crois que là, il y a des sages-femmes qui vont continuer des suivis avec des femmes qui font des enfantements libres et autonomes, ce qui est vraiment chouette, c'est super, mais quand même. Oui, on dirait qu'on cherche à légitimer les sages-femmes, mais en même temps, ce que ça fait, c'est qu'on les rapproche plus d'un paradigme médical plutôt que ce que ça devrait être. Exactement. Puis moi, je trouve qu'ils commencent à ressembler beaucoup à des infirmières spécialisées en accouchement. Oui. Même dans leur stage. Puis c'est plate parce qu'ils apprennent ils ont plein de connaissances super riches et importantes. Mais ce que j'observe aussi, c'est que ça comble pas les besoins de toutes les femmes des familles en ce moment. Oui. Pourquoi qu'il y a autant, tu sais, que le mouvement ANA prend de plus en plus d'importance aussi, c'est que ces femmes-là, leur besoin, il est pas comblé. Parce que moi, je parle à des femmes, puis même celles qui font des ANA, souvent, ils veulent avoir quelqu'un, c'est juste qu'ils trouvent pas cette personne-là. Oui. Oui. Oui, moi aussi, quand j'ai fait mon un an avec mon dernier enfant, moi, ma préférence c'était que quelqu'un soit là avec moi. C'était juste pas ce que je recherchais vraiment. Alors, tu disais que tu utilises le terme birth keeper. On peut doula aussi. Tu penses qu'on devrait peut-être remplacer le terme doula parce que, en fait, doula, c'est connu quand même comme quelqu'un qui va à l'hôpital, accompagner les femmes à l'hôpital ou dans un milieu plus médical. Tu penses que birth keeper, ça serait plus approprié pour, disons, nommer quelqu'un qui est plus à la maison avec la femme, dans ses choix autonomes, plutôt qu'une doula? Oui, je t'avoue que moi, j'ai une préférence pour birth keeper, mais en français, je le trouve long. Je trouve bird keeper, la traduction, c'est comme gardienne des naissances. Puis le gardienne, j'aime pas beaucoup. Oui. Comme, pas garder, c'est pas négatif, mais ça bird keeper, ça... Ouais.
Mais tu sais, je peux pas, je vois gardienne de prison, tu sais, je suis comme, on dirait que ce mot-là peut pas être dissocié mais je l'utilise par moment, fait que j'utilise doula en ce moment beaucoup par faute de mieux. Oui. Par faute d'un meilleur mot, d'un mot plus approprié. Mais Bird Keeper, il est magnifique, j'adore. Mais ça va s'en venir, je crois. Ouais, le mot. Il faut inventer quelque chose. Un autre mot. Oui, il va falloir le trouver, un beau mot francophone. J'aime le mot accompagnante, mais en même temps, c'est très ambigu. Accompagnante, ça peut accompagner toutes sortes de choses. Fait que ça veut rien dire nécessairement. Accompagnante à la naissance, je déteste pas non plus. C'est juste que oui, il y a beaucoup de formations d'accompagnantes qui ont été plus axées sur le médical. Je trouve. Mais là, on est dans un gros élan de douleur. Il y en a de plus en plus. J'imagine que la gang, on va le trouver, ce mot-là qu'on cherche. Oui. Ouais, j'encourage aussi, moi, toutes les femmes à aller vers nos grands-mères. Oui. Fait que c'est super riche. En tout cas, pour moi, c'est ce qui manque en ce moment. Je trouve que même avec les formations d'accompagnante, je trouve que c'est pas long, une formation d'accompagnante. C'est vraiment pas long. Oui. Puis c'est beaucoup plus que ça, être une accompagnante. Fait que d'aller, moi, c'est tout le temps ça que j'ai trouvé qui manquait. C'était la parcelle savoir expérientiel, tu sais, des femmes qui ont des connaissances, qui les ont mis en place, qui les ont pratiquées pendant des dizaines d'années. Allez-y, contactez-les vos grands-mères ou les grands-mères autour de vous qui ont des connaissances, là. Ils ont envie de partager. C'est ce que j'ai découvert. Tu as mentionné aussi par rapport au fait que les doulas, tu sais, ils font pas beaucoup d'argent. Je pense que souvent, c'est ça l'hésitation que les femmes ont. Ils veulent être là pour les femmes, mais ils se disent, mais est-ce que je vais vraiment faire de l'argent en étant doula? Tu sais? Est-ce que je vais vraiment... subvenir à mes besoins? C'est une grande question que je me pose régulièrement. Je crois que les doulas, va falloir qu'on se tienne à un certain moment puis qu'on arrête de charger des pinots. Oui. C'est pour le... va falloir parce que là, il y en a qui chargent, puis tu sais, je l'ai fait. J'ai déjà chargé 250 $ pour une présence à la naissance, tu sais. Mais, oui, il y en a que c'est pas long, là, mais des fois, là, il y a pas longtemps, moi, j'ai passé 2 nuits sans dormir. Oui, c'est ça. On sous-estime souvent ce que les doulas font. C'est de la préparation, c'est des formations. Tu sais, moi, je continue à me nourrir, à aller consulter ma mentor pour m'informer, tu sais. C'est une grande implication. Fait que je crois qu'à un moment donné, les doulas, on va devoir se tenir les coudes. C'est aussi dans nos projets avec Enfanter l'évolution de créer des cercles de discussion pour les doulas, pour qu'on parle de nos struggles, de qu'est-ce qu'on vit, de struggles, en fait, c'est de nos difficultés. Probablement un jour créer un mouvement pour qu'on se soutienne, puis c'est la même chose. C'est voué à l'échec la profession de doula si on continue à charger des montants dérisoires qui nous permettent pas de vivre, qui nous permettent pas d'être reconnus à notre juste valeur parce que les doulas, ils s'épuisent. Oui. Elles s'épuisent. De plus en plus, ils vont faire juste du postnatal. Puis en plus, les doulas, c'est des femmes de famille. En général, c'est rare, là, les doulas qui n'ont pas des enfants. La plupart, il y en a, puis là, tu t'occupes. En tout cas, il va falloir qu'il y ait un changement qui se fasse. Sinon, c'est comme je vous parlais avec Enfanter l'évolution tantôt. Si c'est pas viable, ça sert à quoi? Si on se brûle, on se reconnaît pas à notre juste valeur, puis on se brûle, ben, on n'est pas plus avancé. Donc, il faut mettre quelque chose en place. Tu sais, moi, je parle beaucoup avec Francine, justement, puis on souhaite probablement commencer à œuvrer à 2 aussi. Une équipe de se trouver des consoeurs doulas qui vont œuvrer avec nous, parce que des fois, tu sais, moi, mon fils il est malade ou peu importe qu'est-ce que je fais. Ben, d'avoir du soutien. Tu sais, c'est en plein milieu de la nuit. Et moi, souvent, c'est le post-natal. Tu sais, mettons, là, mes 2 derniers accompagnements, j'ai pas dormi pendant 2 nuits. Pour le post-natal immédiat, moi, je valais plus rien, là. Tu sais, 2 nuits, pas de sommeil, moi, je vaux pas grand-chose. Côté, tu sais, j'ai de la misère à penser, puis après ça, il y a mon fils qu'il faut que je retrouve. Fait que là, pour ce qui est de la tétée, puis le postnatal immédiat, ça demande quand même, tu sais, tout de faire le ménage, la première tétée, tu sais, tout de regarder, puis là, tous les questionnements, surtout pour des premiers bébés, tous les questionnements
vient avec avoir un premier enfant. Puis là, si t'es toute seule, c'est une grosse charge que t'assumes. Et on va pas reproduire non plus ce que tu disais avec la sage-femme qui t'a dit « Ah, j'ai pas dormi tu sais, puis là, elle te dépêche, puis tu mets de la pression parce que justement, elle veut que ça se termine plus vite. » Puis, moi puis Francine, on se dit tout le temps, il faut être fresh. faut rester fraîche. Tu sais, c'est notre phrase drôle quand on voit qu'on est en train de se brûler quelque part, on se dit OK, on prend une pause, on reste, on prend soin de nous. En fait, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on faut prendre soin de nous comme accompagnante, puis ça implique de se reconnaître. Tu sais, moi, j'en parle avec beaucoup de passion en ce moment, mais je suis en train de développer ça pour moi-même. Je master pas cet aspect de ma pratique, mais j'en ai une grande volonté. Ouais, c'était une discussion très intéressante, puis j'aurais parlé de ça encore longtemps. C'était le fun! Là, on dirait. J'ai comme l'impression que j'ai commencé plein, que j'ai comme ouvert les portes, puis que je les ai peut-être pas refermées, mais en tout cas, si jamais, je crois que j'ai essayé de revenir. Donc, j'ai envie de vous inviter aussi avant la fin. Venez au rassemblement, venez. Si vous êtes jamais venu, si vous êtes déjà venu, revenez. Ça va être vraiment, ça semble chouette, tellement cool. C'est sûr que là, je l'organise. Je tiens à nommer, tu sais, Francine Giroux, avec qui est ma co-créatrice principale en santé d'évolution, Claudie Bellefeuille, qui est full impliquée dans le rassemblement avec les publications, c'est comme notre graphiste aussi, qui est en train de finaliser la programmation. Il y a Mélissa de l'Œil du Corbeau qui prend les photos, qui est là avec nous, qu'on fait des décorations. Et là, on a Héloïse aussi qui a fait notre visuel cette année. Donc, un gros merci à ces femmes-là qui œuvrent avec moi ensemble à travers En santé l'évolution. Wow, j'ai vraiment hâte. Du 20 au 23 juillet à Saint-Fortuna. C'est délicieux comme moment en famille, c'est super adapté. C'est gros plaisir. Oui. J'essaie d'envoyer des invitations aussi à d'autres mondes. Je pense que puis partager, c'est comme toi, tu me dis tu l'as pas entendu l'année passée, puis c'est ça que je découvre. Il y a des gens même de mon réseau ici qui étaient comme je savais même pas que ça existait. Je me dis mon Dieu, comment faire? Je pense qu'on a 4 cercles d'hommes pour les papas ensemble. On a Wapio qui a une conférence qui parle du père. On a la team Bonapace, donc Julie et Malika aussi. Super. Merci. Je pourrais continuer à parler longtemps, tu fais bien. Merci Charlotte. Je suis tellement contente. C'est un grand honneur que tu sois là. Vraiment, j'ai énormément de respect pour toi et pour ton équipe et pour tout ce que tu as créé. Et j'ai vraiment hâte de te voir en personne cet été. On va se serrer dans nos bras. Puis je tiens à dire qu'est-ce qu'on a créé. Tu sais, moi, l'idée, elle a germé à l'intérieur de moi, mais jamais que ça se passe toute seule. On a fait ça ensemble, puis avec plusieurs femmes à différents niveaux. On a besoin de ça. C'est ma vie. Pour moi, c'est une évidence. Tu sais, ça va prendre ce que ça a à prendre, le temps que ça a à prendre, mais je peux même pas. C'est comme tu laisses jamais un bras derrière. Tu sais, c'est comme En santé d'évolution, c'est une partie de moi, donc je peux pas la laisser ailleurs. Elle est toujours là avec moi, puis elle est vitale à ma vie. C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est une partie. Fait que ça ne peut que évoluer. Oh, super. Merci beaucoup.